Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 6 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Alors, dans cet épisode, je reçois Sarah. Bonjour. Salut Sarah. Salut Émilie. Ça va? Bien, je suis contente d'être là. Aujourd'hui, on va parler neuroatypie et de toutes les difficultés ou en tout cas les apports que c'est pour nous en séance, tous les points positifs, tous les axes de vigilance, etc. dans nos accompagnements. Alors tout d'abord, je te remercie d'être là. Merci à toi, je suis contente de pouvoir parler de ces sujets. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, voilà, je m'appelle Sarah, bonjour. Je suis hypnothérapeute et éducatrice. J'ai un cabinet à Genève. Ce qui est assez chouette, c'est que donc j'ai une vie professionnelle en Suisse, à Genève, et je vis en France. Donc je suis à cheval sur ces deux pays et pour moi c'est vraiment un atout supplémentaire, c'est-à-dire que deux pays qui sont côte à côte mais qui fonctionnent différemment et c'est hyper intéressant de pouvoir trouver de chaque côté de la frontière ce qui va pouvoir nous enrichir et s'apporter dans nos accompagnements. Donc en étant vraiment à la frontière, j'ai autant des accompagnements de personnes qui vivent en France que de personnes qui vivent en Suisse et ça m'a obligée, mais plutôt permis finalement, de bien connaître ces deux fonctionnements qui sont différents et de pouvoir enrichir plutôt ma pratique par ces particularités-là. Donc voilà. Donc ton métier, c'est d'être... Je suis hypnothérapeute. Ouais. J'ai été éducatrice pendant longtemps et je donne des formations aussi en hypnose. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là ? Celui d'hypnothérapeute? Ou les deux ? Les deux. En fait, j'ai toujours été passionnée par les enfants. C'est depuis que je suis toute petite. Si je remonte en fait à mon enfance, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était atypique. Donc, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par l'éducation des enfants, mais des enfants particuliers. Donc, j'ai tout de suite orienté ma scolarité vers le métier d'éducatrice. J'ai fait l'école d'éducatrice. Et puis, j'ai travaillé dans des crèches donc pendant des années, mais toujours avec l'idée d'accompagner des familles, des enfants, mais toujours un peu ceux qui sont sur le fil, quoi, ceux qui rentrent pas dans la case prévue. Mais voilà, c'était un peu instinctif comme ça. Donc j'ai toujours eu des accompagnements de familles particulières, un peu qui partaient un peu dans tous les sens parfois, et ça me passionnait. Ce qui me passionne, c'est vraiment la compréhension du développement de l'enfant, de l'adolescent, et aussi de ce qui se passe au niveau des familles. Donc ça a vraiment été le fil rouge depuis toujours. J'ai découvert l'hypnose très jeune. Bon, voilà, je pense qu'enfant, avec mon imaginaire, c'était déjà très présent. Mais j'ai suivi des formations d'hypnose très jeune, mais c'était vraiment personnel. Et puis, mon histoire de vie a fait que ça m'a beaucoup aidée à une certaine époque de ma vie et j'ai changé de voie, j'ai dû arrêter de travailler pendant un moment et puis quand j'ai repris, je me suis dit que j'allais me former à l'hypnose et donc là je me suis formée de manière professionnelle et c'est tout naturellement que finalement quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais envie de recevoir des familles et des enfants et des ados. Mais je reçois aussi des adultes que j'aime beaucoup, donc je suis pas uniquement destinée aux enfants. Parce que finalement les adultes ils font aussi partie d'une famille, ils ont été des enfants, ils ont été des ados et c'est souvent ces parties-là qu'on va retrouver aussi et je trouve ça passionnant finalement. Est-ce que tu as envie de nous parler en quelques mots de ton adolescence à toi ? Mon adolescence, c'est une période très joyeuse pour moi. Alors, je pense que je l'ai un peu embellie avec le temps parce que si je me rappelle vraiment, je peux pas dire que je rigolais tous les jours. Je me souviens d'avoir quand même beaucoup pleuré, mais il n'empêche que j'ai adoré, en tout cas avec le recul, mes souvenirs me ramènent quelque chose de beau. Je dirais que c'est entre cette sensation incroyable de liberté et l'insouciance en fait. C'est l'association des deux choses, la découverte de la liberté et l'insouciance
pouvoir vivre l'instant sans se projeter forcément dans la suite. Donc des très belles rencontres amicales, des très bons moments qui me restent aujourd'hui. Des souvenirs aussi de ce moment où on se construit en fait, on se détache des valeurs de ses parents et on commence à se construire. Et ça me reste comme quelque chose une découverte assez incroyable. Donc pour moi, un très bon souvenir, même si c'était pas forcément très facile, mais c'est une période que j'aime revivre en écoutant les adolescents que je peux accompagner. Je crois savoir que tu as des enfants qui sont ados aussi. Oui, alors j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, entre bientôt 11 ans et le plus grand a 14 ans. C'est vrai que nos enfants, quand ils entrent dans ces âges-là, ils nous apprennent énormément aussi, je crois. Oui, 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 moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé leur petite enfance. Je les ai vus grandir avec plaisir et c'est vrai que j'adore la période de l'adolescence, même si c'est pas facile à vivre. Alors c'est vrai qu'en plus quand on a 3 enfants et avec peu d'écart d'âge, quand ils sont petits c'est pas facile, mais quand ils sont les 3 dans la phase d'adolescence, euh, voilà, ça peut être, c'est assez intense on va dire. Mais j'aime beaucoup parce que justement, c'est le moment où on peut discuter beaucoup plus en profondeur de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils souhaitent, ils commencent vraiment à avoir leurs propres opinions et ça, je trouve ça passionnant. C'est chouette à cet âge-là, effectivement, le raisonnement commence à se faire un peu par eux-mêmes et Mm. on raisonne ensemble. C'est un vrai partage, quoi, c'est autre chose. C'est quoi ton plus à toi dans l'accompagnement? Tu nous as beaucoup parlé des atypiques, tu aimais accompagner, mais c'est quoi ton plus? Je pense que je suis quand même quelqu'un de passionné et d'engagé, donc je pense que ça fait partie de mon plus, c'est que ça se voit. Euh, j'adore vraiment les suivis des adolescents. J'aime aussi beaucoup les enfants et les adultes, mais il y a peu de gens qui accompagnent les adolescents finalement de manière spécifique. Je veux dire, aujourd'hui, on pourrait se dire tout le monde peut accompagner un adolescent parce que c'est une personne, un individu et qu'on est formé pour accompagner des personnes et des individus. Mais la période de l'adolescence qui est quand même assez spécifique et particulière, très peu de gens sont formés à ça et ça peut aller assez loin dans les difficultés quand même. Moi, j'ai beaucoup d'adolescents ou de jeunes qui vont pas bien. C'est pour ça qu'ils consultent. Et je dois dire que je trouve ça ultra intéressant, pas qu'ils aient pas bien, mais d'aller chercher de l'aide à cette période-là de leur vie. Et moi, ils m'impressionnent en fait ces jeunes. Et je les trouve incroyables de se remettre en question, de chercher de l'aide, de discuter, de cette ouverture d'esprit. Et j'ai énormément de plaisir à travailler avec eux. Donc je pense que ça se voit, je pense qu'ils le sentent. Et je pense que ça se on le commande pas en fait, c'est comme ça. Et et forcément, ça fait des accompagnements particuliers parce que je pense que ces jeunes qui viennent dans nos cabinets, c'est des jeunes qui parfois ne se sentent pas compris, pas entendus, qui justement ont personne avec qui parler de cette période-là particulière. Et quand ils trouvent quelqu'un avec qui en parler, et ben ça leur fait du bien. Et moi, c'est ce que j'aime justement, c'est ce temps de discussion. Parfois, c'est que de la discussion, hein. Parfois, c'est d'autres choses où ils cherchent à se comprendre et à comprendre comment ils fonctionnent. Moi, c'est vraiment mon objectif. Alors, le jeune, quand il vient, il a parfois son objectif à lui, mais le mien, c'est de qu'il puisse se connaître au mieux. Parce qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup d'adultes qui ne sont pas passés par cette étape-là et qui ne se connaissent pas en fait et qui sont à différents âges de la vie, mais qui finalement n'ont pas compris leur fonctionnement, se sont basés sur des attentes de la société, de familiale, voilà. Ces ados-là, je trouve ça incroyable qui se posent ces questions. Alors c'est pas forcément une question de départ, mais ils se saisissent vite de ce questionnement. Et c'est passionnant de commencer un accompagnement avec un jeune et de dérouler le fil pour arriver à la compréhension de son fonctionnement qui est forcément en train de changer puisqu'il est adolescent, donc il est en mouvement. Mais on découvre des trésors incroyables. J'adore cette partie de psychoéducation dont tu parles, c'est-à-dire le côté, lui donner des grilles de lecture qui ne sont pas immuables, mais qui peuvent l'aider à comprendre, effectivement comment il fonctionne, comment il peut fonctionner, mais lui donner aussi l'autorisation d'en sortir et de se dire,
c'est pas immuable ce truc-là, ça peut aussi bouger et c'est vraiment une partie qui est très agréable en accompagnement. Je trouve que de parler de c'est quoi une émotion, c'est quoi ce que je ressens, pourquoi, j'ai pas envie d'avoir peur mais j'ai peur quand même, pourquoi je ressens ce truc-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est plein de petites choses qui sont un peu comme des lumières en fait, qui permettent Mmh. d'éclairer le chemin et leur donner la clé. Waouh! Enfin, une partie de la clé bien entendu, j'ai pas cette prétention mais leur donner une partie de la clé, je trouve ça tellement chouette. C'est ça, c'est ça. Et parfois, dans ces accompagnements, on en arrive vraiment aux questions existentielles qui sont en lien avec l'adolescence. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse, il y en a des millions. L'humanité se pose toutes ces questions depuis tellement longtemps, et à l'adolescence, elles peuvent ressurgir. Et en fait, chaque jour, on peut avoir une nouvelle réponse. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se poser les questions: où je vais, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les attentes, quelles sont les miennes, quelles sont les attentes de l'autre, et où je me positionne par rapport à ça pour être au plus juste de soi, en sachant que le plus juste, il va changer chaque jour. Donc ça, c'est pas un problème, mais si on n'a pas la conscience de ça, ou la connaissance, à un moment donné, on se sent en déséquilibre, et c'est là que les difficultés peuvent arriver. Mais finalement, l'adolescence, pour moi, c'est le moment le plus propice justement pour travailler ces questionnements-là. Et très souvent, ils sont très demandeurs, en fait. En tout cas, ceux qui viennent, parce qu'il y en a plein qui viennent pas en consultation et on les voit pas. Donc évidemment, moi, je vois ceux qui viennent et qui ont très envie de débattre de tout ça, de se positionner, de se questionner. Et c'est passionnant. C'est quoi qui te marque le plus en ce moment dans tes accompagnements? En ce moment, tu dis par rapport à la période actuelle, ou en ce moment Les 2, OK. la période actuelle et puis en global, qu'est-ce que tu reconnais chez les jeunes en ce moment? Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure en me disant, en nous disant: «Ils nous impressionnent», enfin, «Ils m'impressionnent». Mmh. Moi, je trouve qu'ils ont une sacrée force dans le monde dans lequel Ouais. on vit. Ils ont une envie, ils ont encore envie de se battre, mais voilà, quelles sont les caractéristiques que tu retrouves Mmh. de manière un peu, assez générique ou Oui. générale en ce moment? Alors encore une fois, je vais pouvoir parler que de ceux que je vois en cabinet, qui est donc une certaine catégorie des adolescents, puisque il y en a plein que je ne vois pas. Donc dans ceux que je vois au cabinet, c'est vrai qu'il y a une vraie envie de se connaître, en fait. Et évidemment, aujourd'hui, tout est possible. Donc c'est vrai que c'est des adolescents, des jeunes, hein, parce que il y a même des jeunes adultes qui sont dans ces questionnements-là, mais où tout est ouvert finalement et possible. Et c'est vrai que je vois une grande possibilité de pouvoir se positionner. Alors parfois c'est effrayant aussi, toutes ces possibilités-là, de ne pas savoir comment on se positionne, comment on s'identifie. C'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est des jeunes qui vont de l'avant, qui relèvent les défis, qui sont partants, qui sont vraiment dans la communication, qui ont des très grandes capacités de communication, et pas que verbales, parce que j'ai aussi des jeunes qui sont très peu verbaux, ou qui n'ont pas accès de par leurs troubles, ou alors qui sont plutôt mutiques, donc j'en reçois beaucoup. Mais la communication, elle passe autrement. Et en fait, il y a une grande envie quand même d'avancer, de trouver des solutions, en tout cas pour ceux qui viennent au cabinet. Euh, et ça, je trouve que ils sont aussi très créatifs, beaucoup d'inventivité sur plein de choses, des projets, et c'est tout à fait intéressant, parce que la vie qui leur est destinée dans quelques années, avec des métiers incroyables, ils sont faits pour ça. Donc je les trouve tout à fait adaptés au monde dans lequel on vit. Ça va à toute vitesse, dans tous les sens. Mais alors oui, parfois c'est tourbillonnant, parfois enfin ça manque de repères. Ils ont les ressources, en fait, pour ça, et je le vois chaque jour. Il m'impressionne. C'est vrai que je me dis waouh, comment moi j'aurais vécu mon adolescence aujourd'hui. Je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question. En tout cas, ils ont les ressources pour ça, la plupart, même s'ils savent pas qu'ils ont ces ressources. C'est chouette ça, de réaliser qu'effectivement ils les ont, sachant que même s'ils le savent pas. J'aime bien cette phrase. Enfin, en tout cas, ils ne savent pas toujours, et ils ne savent pas non plus en quelle quantité ils les ont. Mmh. Et cette découverte, elle est intéressante aussi. C'est parfois, il y a vraiment des adolescents qui vont très très mal, et en fait, on voit que assez vite qu'il y en a encore sous le pied, en fait, et qu'il y a encore des possibilités de rebondir, de se reposer, de repartir, de comprendre, d'avancer. Le thème d'aujourd'hui, c'est toutes les neuroatypies. Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire?
Ah là là, il va falloir que je choisisse parmi tout ce que j'ai envie de dire. Alors, les neuroatypies, enfin le fonctionnement cognitif atypique, il y a différents profils, bien entendu, qui font partie de ces catégories-là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et en même temps, on n'en parle pas beaucoup. C'est ça qui parfois, je trouve ça étonnant, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet, mais finalement, les vraies infos sont parfois évitées ou aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent exactement comment ils fonctionnent. Alors, on va dire que tout ce qui est atypique, c'est ce qui sort de la norme. La norme, c'est là où il y a le plus de monde, en fait, finalement, c'est juste ça. Donc, tout est fait en fonction d'une norme et c'est complètement logique. C'est ce que j'explique aux parents, aux enfants. C'est juste là où il y a le plus de monde. Donc, dans cette norme, il va y avoir un maximum de personnes et c'est là que tout est fait selon cette norme. Donc, quand on sort de la norme pour X ou Y raison, le monde n'est plus vraiment fait pour nous et ça peut devenir plus compliqué. C'est pas obligé, c'est juste que si on sait que c'est fait pour la norme, alors j'explique souvent, je donne des exemples. Je dis, par exemple, quand on monte dans un avion, en général, les sièges ont été faits selon une norme, donc l'espacement entre les sièges ont été faits selon une norme définie en fonction de la taille des gens, de la grandeur des jambes, de manière sur la majorité. Donc quelqu'un qui serait en dessous de la norme de taille ou en dessus, aura plus de difficultés à mettre ses jambes. À partir du moment où il le sait et qu'il sait que c'est comme ça, bon, voilà, il le sait. Il peut quand même prendre l'avion. Ou il peut décider que c'est trop inconfortable et ne pas prendre l'avion. Il a toutes les possibilités, mais il le sait. C'est la même chose pour tout ce qui est fonctionnement cognitif atypique. On a des personnes qui sont dans une norme là où il y a la majorité des gens. C'est plus facile pour aller à l'école, pour vivre, voilà. Sur certains aspects, c'est plus facile. Et il y a des jeunes, des enfants, des adultes qui ont des profils atypiques, par exemple des fonctionnements 10, donc les différents 10, les troubles du spectre autistique, tout ce qui est déficit de l'attention, le haut potentiel, enfin voilà, il y a plein de choses avec des fonctionnements différents. Et si la personne va s'identifier à une norme, elle va toujours essayer d'y retourner parce que c'est là qu'il y a le plus de monde et si elle n'a pas compris qu'elle fonctionnait différemment, elle va chercher à se rallier à un fonctionnement qui n'est pas le sien. Et là, on peut avoir des difficultés et des décalages et des grandes souffrances. En fait, pour une suradaptation, c'est-à-dire que pour intégrer la norme, il faut s'adapter quasiment en continu. Et c'est épuisant et c'est pas forcément intéressant et agréable. Maintenant, il s'agit pas non plus de faire des cases certains dans la norme et d'autres hors norme. Il s'agit pas du tout de faire ça. Il s'agit de savoir comment on fonctionne et de savoir que pour cette problématique-là ou pour cette chose-là, on est plutôt dans la majorité et pour ça, on est dans la minorité. Donc, il va falloir soit s'adapter à ce moment-là, soit trouver un autre angle. C'est toujours la même chose avec l'histoire de l'avion. Finalement, on peut avoir des grandes jambes et puis être en difficulté dans le siège de l'avion et c'est pas un problème. Donc voilà, moi, ce que je fais aujourd'hui et ce qui me semble important dans mes accompagnements et dans ma vie en général, c'est de pouvoir expliquer ou transmettre en tout cas l'information que on est tous différents et que c'est jamais un problème d'être différent. Simplement, si on sait exactement comment on fonctionne, ou pas exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir exactement comment on fonctionne. Mais en tout cas, si on a compris qu'on avait un fonctionnement différent, tout reste ouvert, tout est possible. Simplement, il va falloir aménager pour ne pas suradapter et ne pas s'épuiser. Donc voilà un petit peu ce que j'essaye de transmettre dans mes accompagnements, mais aussi en dehors, dans les formations, dès que c'est possible, de pouvoir donner des informations sur tout ça. Autant pour les personnes qui sont dans la norme et qui vont vivre des choses avec des gens qui n'ont pas le même fonctionnement. Là, on parle toujours de l'histoire de taille, de grandeur, de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas juste la norme, c'est pas une seule chose. C'est pas que pour les profils cognitifs atypiques. Là, on parle de ça, mais dans le fond, on est toujours confronté. Ça dépend sous quel angle de vision on va voir les choses. On est toujours confronté à des différences, et heureusement. J'en parlais il y a pas longtemps avec une amie qui se lance dans l'accompagnement aussi et qui me disait, moi j'aime pas du tout quand il y a des diagnostics de ce type-là parce que j'ai l'impression que ça les coince dans une case.
Et j'aime beaucoup ta manière d'en parler parce que je te rejoins complètement là-dessus. Et pour moi, ça n'est pas une case, c'est juste une grille de lecture comme les autres qui dit, OK, on a le droit de fonctionner comme ça, on a le droit de fonctionner comme ça. Regarde, certains fonctionnent comme ça et toi, tu t'approches un peu de ça. Alors, tu rentres pas dans toutes les cases et c'est OK et on s'en fiche en fait. Et c'est Mhm. juste de dire que effectivement, t'es pas tout seul dans ce que tu vis et ça peut être normal parfois que certaines choses te soient plus difficiles ou moins évidentes ou moins linéaires ou plus arborescentes ou j'en sais rien, ou plus rapides, peu importe. Mais en tout cas que ça fonctionne aussi pour toi. Et j'aime bien cette idée que le fait de travailler sur ces sujets-là, ça n'est pas les enfermer dans une case, leur dire: «Bon, bah, toi, t'es timide, c'est pour toute la vie, merci, au revoir». C'est de lui dire: «OK, ce que tu vis en ce moment, c'est pas forcément facile. Tu as possibilité aussi de t'adapter parfois, mais pas de te suradapter, pas de te mettre en difficulté». Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ça part de la connaissance de soi-même. Et comme tu le dis, on peut être quelque chose à un moment donné et changer au cours de la vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ça me paraît pas intéressant d'aller faire le tour de tous les fonctionnements parce que en fait, aujourd'hui, dans ce que je vis au quotidien au cabinet, les cases, je dirais qu'il y en a plus parce qu'en fait, il y a un mélange de tout ça. Ce qui est normal, c'est l'évolution. Donc en fait, il y a des mélanges. Aujourd'hui, médicalement, il y a des termes médicaux pour définir. C'est normal aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir utiliser des mots pour pouvoir communiquer et je les utilise sans aucun problème dans les milieux adaptés. Mais c'est-à-dire que pour comprendre qui on n'est pas qu'une seule chose. Voilà, et ça peut changer en plus. On peut décider de se mettre en mouvement pour aller mettre des changements en place. Des fois, ça fonctionne et il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à changer. Mais alors, on va pouvoir aller trouver comment s'apaiser et ne pas se suradapter. Par exemple, le milieu scolaire, j'accompagne aussi beaucoup de jeunes qui sont en difficulté scolaire, qui sont même déscolarisés. Et l'accompagnement de ces jeunes passe aussi par la compréhension d'eux-mêmes, sans rentrer exactement dans une case, parce que de toute façon, cette case, j'en parlais encore hier en séance avec une jeune fille qui me disait que voilà, un diagnostic a été posé, donc pas du tout par moi, hein, par des médecins, et qu'elle ne se reconnaît pas dans les autres jeunes qui ont le même diagnostic. Et bien évidemment, parce que tu n'es pas la même et tu as des particularités là-dedans. Et donc finalement, elle s'est rendue compte qu'elle était plus proche de certains autres amis que de ceux qui ont le même profil qu'elle. Et ben oui, parce que la vie est comme ça. Mais le fait qu'elle se connaisse et qu'elle connaisse ses forces, là où c'est plus compliqué pour elle, là où elle va s'épuiser et là où elle va super vite et là où elle est ultra performante, ben c'est plus facile pour elle parce qu'elle peut dire ben là ça c'est un peu compliqué pour moi, je vais aller me reposer. Enfin, elle se le dit à elle-même, elle n'a pas besoin de le dire à quelqu'un d'autre. Là, je suis dans la suradaptation, c'est trop compliqué, je vais trouver un autre angle pour pouvoir mieux respecter ce fonctionnement qui est le mien. Et, euh, et voilà. Mais parfois, on doit utiliser des mots, et moi, j'ai pas de problème pour les utiliser, des mots médicaux qui sont là pour définir quelque chose, parce qu'on peut pas toujours rester dans le vague non plus. Donc les mots, ils nous sont très utiles, mais ils ne sont pas enfermants. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Alors on me dit souvent aussi les étiquettes, j'entends toujours ce mot. Voilà ce que moi je dis aux jeunes que je rencontre et à leur famille, c'est que en fait les étiquettes, que l'on veuille ou non, on en met tous. Ça fait partie de la vie. On est fait comme ça, on va définir quelqu'un en essayant de résumer et de mettre une étiquette. On le fait inconsciemment, consciemment, on le dit ou on le dit pas. Mais voilà, je le fais aussi, tout le monde le fait. Donc, tant qu'à faire, je préfère encore avoir l'étiquette que je décide d'avoir à tel ou tel moment et de pouvoir la nommer moi-même plutôt qu'on me la colle dans le dos. Donc, je préfère encore une famille qui va dire, parce que ça a été avéré par des médecins, qu'il y a un diagnostic qui a été posé, de dire mon enfant a un TDAH, plutôt que ce soit dit juste que c'est un enfant pénible dont les parents ne savent pas s'occuper. Donc, c'est vrai qu'à choisir, je préfère choisir l'étiquette et encore, je peux choisir de la coller, de la décoller, de montrer plutôt celle-ci à un moment donné, plutôt celle-là, en fonction, et c'est ce que je dis aux jeunes, soyez intelligents et sachez montrer ce que vous avez envie de montrer à ce moment-là, parce que vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de vous définir avec ce profil cognitif particulier. Mais quand ça vous est utile, par exemple à l'école, pour avoir des aménagements, il faut bien définir et le dire. Donc,
c'est compliqué pour eux parce que des fois on leur dit oui il faut que tu le dises pour avoir des aménagements et puis quand on le dit ça va pas non plus. Donc ils sont aussi un peu perdus là-dedans et j'estime que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent dire et j'aime bien leur apprendre ça à ces jeunes pour qu'ils puissent justement choisir les moments où les mots seront prononcés et quels mots seront prononcés et pourquoi. Et voilà, ils sont responsables d'eux-mêmes et c'est eux qui choisissent. Donc l'idée c'est de pouvoir les informer sur leurs particularités et après de pouvoir leur rendre la possibilité de choisir ce qu'ils vont, comment ils se présentent aux autres. Mais on fait ça tous les jours de manière inconsciente. Quand on se présente à quelqu'un, on se présente d'une certaine manière. Ben là c'est la même chose en fonction de ce qu'on a envie de transmettre à l'autre finalement. Qu'est-ce que tu penses de tout diagnostic sauvage? J'ai envie de dire ça un petit peu comme ça, tu sais, les gens Oui, qui se disent, qui viennent en séance. Je t'en parlais tout à l'heure en off, mais c'est quelque chose que je vis au quotidien en séance tout le temps. Moi, ma fille, elle est très, 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 très sensible et en général, je la reprends et je lui dis: «C'est de l'hypersensibilité ou pas?» Et elle me dit: «Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est très, très, très sensible». OK, qu'est-ce que tu penses de ces, petit diagnostic sauvage qu'on peut avoir. Mon fils, moi, je suis sûre qu'il est TDAH. Mon fils, c'est sûr, c'est un enfant zèbre, il est haut potentiel. Qu'est-ce que t'en fais? oh, moi, ça me dérange pas. Enfin, en fait, finalement, on est tout le temps en train d'imaginer, de spéculer sur des choses, en fait, parce que c'est quand même hyper difficile. Aujourd'hui, même quand on veut un diagnostic, on n'arrive pas à en avoir. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre parfois que d'imaginer? Et puis, on entend beaucoup parler. Donc, quand on connaît pas complètement, on pourrait se dire, ben oui, ça me fait penser à ça. Donc, moi, voilà, j'entends derrière ça, ça me fait penser à ça, je pourrais penser que c'est ça. Je pense que les parents sont quand même précieux parce que ils connaissent hyper bien leurs enfants. Donc moi, c'est des choses, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est leur vision des choses, c'est un angle de vision. Donc j'écoute, bah, qu'est-ce qui vous fait penser ça? D'accord, bah oui, d'accord. Voilà. Et après, moi, j'observe. Le métier d'éducatrice, c'est un métier où il y a beaucoup d'observation. Et j'ai gardé vraiment ça de mon premier métier, qui est que je vais énormément observer l'enfant. Et c'est comme ça que je vais pouvoir poser des questions et d'aller reconnaître un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà de ce que les parents ont vu, parce que les parents, ils voient un angle de vision. Je vais demander comment ça se passe à l'école, et moi, je vais voir ce que je vois en séance. Et mes questionnements vont me faire ma propre idée, mais non pas pour avoir un diagnostic, parce que déjà, j'en fais pas, et que ça m'intéresse absolument pas. Mais en plus, ça veut rien dire parce que hypersensible, ben, est-ce que c'est une sensibilité au niveau sensoriel? Donc, est-ce qu'il entend très fort ou est-ce qu'il entend des choses qui vont le déranger? Est-ce qu'il est impacté par le toucher, par ces choses-là? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, je dis, bah, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible? Ou est-ce que c'est des émotions qui débordent et qui sont... Et puis en plus, le parent, quand il dit ça, il va en parler en fonction toujours d'une norme ou de sa norme à lui. Donc peut-être qu'il a juste plus d'émotions que lui-même, en fait, enfin que le parent. Et donc, tout ça, c'est tellement subjectif que c'est très compliqué à suivre. Mais par contre, c'est très intéressant. Parce que ça nous donne. Alors, déjà, quand le parent dit ça, c'est. Bon, ça vient souvent d'une souffrance, donc il y a quelque chose à aller voir là derrière. Et puis, finalement, être hypersensible ou avoir un TDAH ou avoir un haut potentiel, moi, je vois que des choses fantastiques là-dedans, pas toujours facile à vivre. Mais finalement, bah voilà, c'est pareil que si on me dit, oui, il a des grandes jambes, quand il va dans l'avion, c'est compliqué, on en revient toujours à la même chose. Ok, c'est une information qu'on me donne et je vais aller voir ce qu'on peut faire de cette information. Mais, euh, mais finalement, je comprends ces parents qui vont chercher ou qui se font une idée parce que dans le fond, aujourd'hui, avec des jeunes ou des adultes ou des enfants qui sont dans ce parcours d'aller chercher leur fonctionnement, on galère à trouver des bilans, des professionnels qui sont vraiment formés pour pouvoir spécifiquement donner des réponses. Donc, on a souvent des réponses qui sont assez évasives ou alors des réponses même différentes en fonction des années. Enfin voilà, j'ai des enfants qui ont différents bilans qui se contredisent. Donc, comment les parents peuvent se positionner là-dedans, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, par contre, j'ai assez peu en cabinet de parents qui viennent en brandissant un diagnostic comme ça, en disant moi, mon enfant est comme si. Moi, je ne les ai pas. Moi, j'ai des parents qui souffrent terriblement. Et j'ai même des parents qui mettent plusieurs séances où il faut vraiment que je leur pose les questions parce que j'ai l'habitude de leur poser ces questions dès la première séance, mais qui ne le disent pas en fait.
parce que c'est plutôt difficile à vivre de sortir de la norme. Moi, je vois plutôt ça, mais je sais qu'il y a plein de professionnels qui me disent, oui, beaucoup de parents qui vont donner des diagnostics, mais euh, finalement, sortir de la norme, même pour des parents, c'est pas simple. Donc, il y en a plein qui ne le disent pas non plus et qui souffrent. Ce que j'entends et là où je te rejoins, c'est que les parents qui viennent pour leurs enfants, enfin en tout cas, je crois que tu reçois les parents tout seuls au départ aussi, toi. Ouais, et ils viennent parce que la coupe est pleine, quoi. Parce que c'est trop dur, parce qu'à ce moment-là, il faut trouver des solutions et qu'ils sont très inquiets et qu'ils ont peur. Et c'est difficile pour eux. Et effectivement, trouver une grille de lecture qui correspondrait à peu près aux caractéristiques ou aux difficultés que rencontrent leurs jeunes, pour eux, c'est presque une bouée de sauvetage à laquelle je peux m'attacher parce que du coup, ah bah ça y est, j'ai un dictionnaire pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il pourrait à peu près fonctionner et ça m'aide et ça m'apporte. Donc effectivement, je suis tout à fait OK avec ce que tu me dis sur le côté écouter la souffrance qu'il y a derrière et effectivement la comprendre. La difficulté là-dedans, c'est toujours de les aider, à mon sens, à réaliser que si jamais ils souhaitent pouvoir obtenir ce qu'ils pourraient obtenir au niveau, scolaire, par exemple avec des cartons ou avec, des aménagements, scolaires, ça ne peut se faire qu'en ayant un réel diagnostic et pour ça, il faut aller voir un médecin ou quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et qui peut, poser ce diagnostic et effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Effectivement, avoir une grille de lecture est très intéressante. Bah, en fait, c'est ça, c'est que les parents, ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de chercher par eux-mêmes. Déjà parce que la majorité du personnel médical, donc les médecins, les pédiatres, n'ont pas ces connaissances-là. Ils sont formés sur plein de trucs, mais ils sont pas formés sur les profils cognitifs atypiques. Donc en fait, c'est pas la première chose qu'ils vont relever. Ou moi, j'ai des parents en consultation qui sont complètement perdus depuis des années et aujourd'hui, si je fais ce métier-là, c'est bien parce que ça m'est arrivé aussi et que j'ai été toute seule pour trouver des réponses. Et des réponses qui se sont euh, révélées justes, mais aucun médecin n'avait été dans cette piste-là. Et finalement, moi je dis, ces parents, ils ont raison d'aller chercher, de nommer les choses, parce que s'ils ne le faisaient pas, qui le ferait aujourd'hui? Et voilà. Et puis il y en a d'autres qui n'ont absolument pas conscience, qui consultent pour d'autres choses, qui n'ont aucun rapport ni avec le scolaire, ni avec des particularités de ce type-là. Et finalement, on arrive quand même dans cette voie-là parce qu'il y a d'autres choses qui me mettent la puce à l'oreille et qui me disent, ben tiens, là, on est vraiment dans ce genre de profil aussi. Mais ils n'en avaient pas conscience parce que leurs enfants sont en suradaptation, en fait, continue. Et c'est souvent des parents qui eux-mêmes sont en suradaptation et qui, tout d'un coup, se rendent compte que leur fonctionnement aussi est particulier. Et voilà, ça c'est mon quotidien, mais au cabinet, de rencontrer ces familles-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui sort, davantage au moment de l'adolescence et du jeune adulte? Tu sais, au moment où ils se trouvent un peu, où ils se cherchent? Oui, pour ceux qui ont... Alors, ça dépend. En fait, ça va dépendre. Par exemple, tout ce qui est 10, en général, on le remarque avant, quand même, dans la période scolaire. Donc, ça va se voir, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, parce qu'il y a des difficultés scolaires. Mais pour des enfants qui ont un bon niveau d'intelligence et qui donc compensent, effectivement, ils vont tenir longtemps. En fait, on est toujours dans une histoire de compensation et de suradaptation. Donc, en fait, ça se voit peut-être plus à l'adolescence parce que tout d'un coup, le niveau devient de plus en plus élevé au niveau scolaire. Et aussi parce que on voit des jeunes qui craquent parce qu'ils se sont suradaptés pendant des années. Et puis, émotionnellement, à cette période de la vie, c'est un peu plus intense. Et là, tout d'un coup, cette suradaptation qu'ils ont mis en place pendant des années ne fonctionne plus. Et du jour au lendemain, ce qui marchait ne marche plus émotionnellement ou scolairement ou les deux. Et là, il y a une espèce d'effondrement et ils viennent consulter. Parfois, c'est l'effondrement du corps hein, uniquement qui est le premier symptôme. Et en fait, en allant voir un petit peu derrière, il y a d'autres choses. Parfois, c'est un effondrement émotionnel, parfois, c'est un effondrement scolaire. Mais oui, mais dans ce cas-là, on va plutôt retrouver des adolescents qui se sont vraiment suradaptés pendant des années. Mmh. Et ça peut faire des dégâts, je crois. Oui, ben après, c'est ce que je dis. En même temps, oui, et ils ont tellement ces ressources. Donc effectivement, là, j'ai beaucoup de jeunes qui ben, font une pause scolaire, une pause de plein de choses, parce qu'ils sont en train de se comprendre. Donc ils mettent toute leur énergie à se comprendre. Et ça prend du temps.
Et cette énergie à se comprendre, voilà, ça prend du temps, ça demande une pause nécessaire. Et la vie est longue, donc on a le temps. Donc c'est ce que je leur dis, il n'y a pas d'urgence, même si c'est l'adolescence, ils ont le temps de prendre cette pause-là, de se comprendre et de pouvoir ensuite repartir avec une meilleure compréhension. Ouais. Ouais, et c'est une vie où tout va tellement vite pour eux aussi. Les adolescents sont quand même, comme nous, pris par les réseaux sociaux, pris par, une pression scolaire, plein de choses à faire, enfin et un quotidien qui est très prenant, quoi. Enfin, quand je vois les calendriers des ados aujourd'hui, waouh! Oui, c'est ça. Bon, après, ils ont cette énergie qui fait que ça leur est tout à fait adapté. Mais c'est vrai qu'un adolescent qui tout d'un coup s'effondre et ne va pas bien, eh bien voilà, il ne fait plus ces choses-là. Ceux que je vois au cabinet là en ce moment, voilà, ils se tiennent à l'écart de tout ça parce que cet effondrement fait qu'il faut se reconstruire petit à petit. Donc ils se tiennent à l'écart du milieu scolaire, des amis, des activités, voilà, et ils sont avec leurs émotions, avec ce qui se passe à l'intérieur, et c'est pas simple, mais en même temps, je sais très bien, et c'est ce que je leur dis, c'est que c'est une période de la vie. Et puis, il y a plein d'adultes qui font ça plus tard, et nous, on les voit bien en consultation aussi, et c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, bah, ce que tu fais maintenant, c'est de la compréhension que tu auras pour la suite. Carrément, Voilà, c'est carrément. quand même, moi je trouve ça en fait précieux quand je les vois arriver comme ça. Évidemment, c'est pas confortable pour les familles ni pour eux, mais je sais que de ça va ressortir une bonne compréhension qui va leur permettre de pouvoir vraiment orienter leurs études, leurs amis, leurs attentes. Euh, et ça c'est super à cet âge-là. Tout à fait, et c'est vrai que comme tu le dis, c'est des souffrances pour les familles terribles parce que c'est une période où il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut choisir sur Parcoursup où est-ce qu'il va aller, il faut décider, s'il fait une seconde générale ou une seconde, professionnelle ou autre chose, et puis parfois on se retrouve face à des phobies scolaires et des incapacités complètes d'aller en cours qui viennent davantage amplifier le phénomène, et où on a des peurs énormes cristallisées de la part des parents autour, qui fait que toutes ces petites atypies ou toutes ces difficultés enfin où on n'est pas tout à fait dans la norme, viennent amplifier les peurs des parents qui créent une pression pour les jeunes qui est terrible. Bah, bien sûr, parce que c'est toujours la même chose, ce parcours scolaire et cette attente de la suite est fait pour une norme d'un adolescent qui va bien, pour qui tout va bien. Mais dès qu'il y a tout d'un coup un petit caillou dans la chaussure à un moment donné et qu'il faut s'arrêter un peu, et ben, la norme nous rappelle que le bac c'est bientôt, que les autres vont le passer et que nous on n'y est pas. Mais c'est ce que je leur dis tous les jours. Si tu peux y aller, tu iras. Et si tu peux pas, il n'y a pas d'enjeu en fait. Tu pourras le refaire. La vie est faite que de nouvelles possibilités, de nouvelles propositions. Et ce que tu fais là aujourd'hui, c'est tellement important que ça a une grande valeur. Donc, il y a pas, tu es en train de rien perdre, tu es en train de gagner des choses. Et bon, le jeune le comprend assez facilement. Les parents, il y a plus de stress. Donc, il faut leur redire plusieurs fois quand même. Mais à un moment donné, ils le comprennent aussi. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. En fait, on n'a pas aujourd'hui une possibilité que le jeune reparte et que tout soit OK, en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est bien obligé de passer par cette étape-là. Autant la passer le mieux possible et de garder confiance que tout va bien par la suite pour tous ces jeunes. Parce que j'ai aussi l'après. Je continue à les voir après et c'est des jeunes qui vont bien. Et ça, c'est hyper important de leur dire. C'est que c'est pas parce qu'à un moment donné c'est compliqué que ça va rester compliqué pour toujours. C'est juste une période et après, ça va beaucoup mieux. C'est cool. Ok, merci beaucoup Sarah pour tout ça. Je te propose qu'on passe au quiz de fin. Tu sais, c'est le quiz des questions que je pose à tout le monde. Et je trouve ça toujours intéressant qu'on puisse en partager là-dessus. Je voudrais savoir, en première question, qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc au départ où tu te disais non, ça je le ferai jamais. Ou alors je vais fonctionner comme ça, c'est sûr. Ou alors peut-être des peurs, des choses qui ont changé en fait dans ta manière de faire entre Ouais. le bébé hypno que tu étais et l'hypno que tu es aujourd'hui. Je crois qu'au départ, ce qui a le plus changé, c'est qu'au départ, je parlais très peu de ma vie personnelle parce que j'estimais que ça n'avait pas de place en fait dans l'accompagnement. Aujourd'hui, les jeunes que je vois, ils le savent, je parle sans difficulté de ma vie personnelle, uniquement quand ça a un intérêt, évidemment, mais parce que je pense que nos expériences de vie sont intéressantes.
et de savoir, voilà, je vais parler de ma famille ou de mes difficultés uniquement quand c'est intéressant pour ces familles-là, mais de savoir que je suis passée par toutes ces étapes, que ça a été compliqué, de savoir, pour les parents aussi, de savoir que, parce qu'aujourd'hui, ils me voient plutôt aller bien, avec le sourire, avec une bonne énergie, mais j'ai vécu la déscolarisation de mes enfants, j'ai vécu les crises, les difficultés, l'incompréhension, la recherche de diagnostic, le fait de ne pas être entendue, d'être prise pour une folle, tout ça, ça a été mon quotidien pendant des années. Euh, mais ça se voit pas aujourd'hui. Alors si je le dis pas, personne ne peut le savoir. Et donc finalement, quand ces parents ils sont désemparés, je trouve que finalement de pouvoir et puis je vois aussi des jeunes qui parlent beaucoup d'eux et qui se livrent et voilà. Pour moi, c'est important aussi de pouvoir dire euh, tu me livres quelque chose, je peux aussi te parler de moi parce que ça fait partie de mon accompagnement aujourd'hui. J'ai, je me suis beaucoup posé cette question au départ et je me suis beaucoup freinée en fait. Et finalement, c'est fluide et c'est OK. Il ne s'agit pas de parler de soi tout le temps, mais juste de pouvoir dire, regarde, j'ai été dans cette période-là, mes enfants ou d'autres personnes que j'ai accompagnées, bien entendu. Et aujourd'hui, ils vont bien. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, ces enfants vont bien. Aujourd'hui, ils sont scolarisés à nouveau. Ils sont en réussite scolaire et tout va bien. Aujourd'hui, ils se comprennent, ils sont capables de dire, et c'est la même chose par exemple au niveau de la médication, il y a des parents qui ont très peur de certains médicaments et de pouvoir parler de mon expérience personnelle, je pense que c'est important. Donc évidemment, il y a plein de choses que j'ai changées, mais surtout, je me suis bien détendue de pouvoir se dire à un moment donné, on peut aussi sortir du cadre aussi dans nos accompagnements. Je suis sûrement une personne qui accompagne de manière atypique, mais parce que je suis comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on vient me voir. Donc je suis un peu, c'est vrai que je peux faire des séances pieds nus, c'est souvent comme ça. Il y a du bazar dans mon cabinet, il y en a partout. Mais si on vient chez moi, c'est aussi pour ça. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est soyez vous-même, ça passe sans problème en fait. Cette authenticité, c'est aussi ce que les gens viennent chercher. Et c'est nos forces du côté atypique. J'adore. J'ai envie d'ajouter le truc que quand tu te dévoiles un petit peu, tu donnes confiance à l'autre. C'est-à-dire que tu lui Ouais, montres que ouais, toi aussi tu peux lui montrer les failles et les trucs difficiles. c'est Et ça. que voilà, et c'est une belle notion d'espoir et j'adore ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans mes accompagnements où au départ on était très un peu renfermés, voilà. Et puis petit à petit, on s'autorise peut-être à glisser un truc qu'on a pu vivre nous aussi. Peut-être un exemple. Parce que le voir de cette manière-là, ça permet d'autoriser que ce soit différent. Ouais, tout à fait. Et c'est Et, chouette. ouais, c'est ça. Et de pouvoir montrer que, bah, par exemple, juste pour parler de l'anxiété, j'ai beaucoup de jeunes qui sont très anxieux. Et c'est vrai que l'anxiété a pris beaucoup de place dans ma vie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, quand on me voit, je sais que c'est pas l'image que je dégage, mais dans le fond, j'ai un côté anxieux. Et de pouvoir dire aux jeunes, je sais ce que c'est que l'anxiété, je le vis dans mon ventre, je l'ai vécu pendant des années. Mais regarde, aujourd'hui, je suis plutôt assez cool avec les choses qui se passent dans ma vie. Donc, c'est possible. Je ne sais pas combien de temps tu vas mettre, je ne sais même pas comment tu vas faire, mais il y a une possibilité. Voilà, mais pour ça, il faut parler et il faut parler sincèrement parce que ça ne sert à rien de donner des exemples qui ne sortent pas vraiment de nos tripes, quoi. Donc voilà. Les jeunes ont des radars hein, là-dessus. C'est Si on ça. ment, ça marche pas. C'est ça, c'est ça. Et c'est sûrement aussi ce que j'aime dans ces accompagnements d'ados, c'est que on est vraiment dans l'authenticité, quoi. Ça passe ou ça casse. On y va ou on n'y va pas. Mais quand on y va, on y Carrément. va. Carrément. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? Tu sais, ce bébé hypno qui se dit tiens, je vais accompagner des gens au cabinet, comment ça, j'ai peur ou je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Que ça va bien se passer. En fait, bah, justement, cette anxiété, quand j'ai débuté, je n'arrivais pas du tout à être une hypno comme les autres hypnos. Et j'ai tellement essayé d'être une hypno comme les autres hypnos que je voyais et ça ne fonctionnait pas. J'ai perdu du temps et de l'énergie. Bah, surtout, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, j'étais pas heureuse là-dedans. Et je lui dirais, mais finalement, comme tu es, ça va très bien. Donc, sois l'hypno comme tu es dans la vie, comme tu es. Amène l'hypnose à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que Mm. je pratique l'hypnose d'une manière particulière, certainement, avec voilà, mais ça convient à certaines personnes, puis ça convient pas à d'autres. Et finalement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce que je dirais à l'hypno que j'étais. Finalement, d'être atypique, c'est une force.
Et c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont envie d'être accompagnés de cette manière-là. Il en faut pour tous les goûts finalement. Clairement. À quel moment tu te dis, dans un accompagnement, là, c'est plus pour moi, il faut que je délègue? À quel moment tu te dis, je peux plus accompagner ce jeune? Quelles sont les raisons qui vont faire que? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça n'arrive pas? Et si ça arrive, quelles sont les tu vois, Ouais. les raisons, quoi? Ben, Les j'ai causes? réfléchi, je crois que je ne peux plus accompagner un jeune mais ça se voit tout de suite en fait dès le départ, donc j'ai même pas vraiment commencé. C'est quand il n'y a pas d'envie de la part du jeune. C'est vraiment ce qui va me bloquer. C'est-à-dire que quand les parents ont envie de changement, mais c'est quand même hyper rare. Quand le jeune arrive et que vraiment il n'a aucune envie de changement, ni de s'impliquer parce que finalement la situation lui convient. Même si Mmh. elle n'est pas agréable, elle lui convient pour plein de raisons. Donc là, vraiment, je peux rien faire et je le dis, mais ça se voit première séance ou deuxième séance. Une fois qu'on a passé ça, je réfléchis, de toute façon, je travaille en partenariat avec d'autres, enfin on est plusieurs en général pour certains accompagnements. Donc parfois, je vais demander à mes collègues psychologues de faire un suivi ou je vais rediriger. Mais en fait, ça se fait tout naturellement. Mais sinon, pour tout le reste, je pense qu'il n'y a rien d'autre que le fait que le jeune n'ait pas envie, cette envie-là de départ. Parce que pour tout le reste, on peut trouver, il y a toujours des solutions. On peut Mmh. travailler en visio, à distance, sans parler, sans rien dire, en évitant le sujet. Tout ça, c'est complètement OK en fait. Mmh. Moi, ça m'arrive, par exemple, sur tout ce qui va être, tentative de suicide ou ces choses-là. C'est-à-dire que dans ces cadres-là, où il y a un danger pour le jeune, à ce moment-là, je vais déléguer, heu, je vais pousser le jeune et les parents à avoir un autre contact que le mien parce que je considère qu'il y a besoin d'un suivi, médical et psychologique, voire psychiatrique dans certains cas. Oui, alors aujourd'hui, si je ne suivais plus des ados qui étaient dans cette catégorie-là, j'aurais plus d'ados. Ceux que je suis actuellement, ils sont quasiment tous dans cette Mmh. catégorie-là. Donc, en général, enfin non, c'est pas vrai, je sais pas si c'est en général, mais parfois, quand ils viennent chez moi, je suis la première à intervenir. Parfois, ils sortent déjà d'un long parcours psychiatrique, d'hospitalisation. Donc, j'ai les deux cas de figure. J'ai le jeune qui arrive chez moi et qui, très vite, je me rends compte qu'il y a un grand risque suicidaire, mais il n'y a personne autour. Et là, mon travail va être de constituer l'équipe autour. Donc ça, j'ai l'habitude et je le fais rapidement. Mais je continue de le voir. Donc ce jeune-là, en attendant que l'équipe se constitue, de toute façon, il faut que je le vois un certain temps. Donc voilà. Et puis j'en ai d'autres qui justement ont déjà tout ce parcours d'hospitalisation, de tentative de suicide, de psychiatrie et qui viennent parce qu'ils ont déjà fait tout ça et que ça leur convient plus ou que ça ne leur convient pas. Et voilà. Donc j'ai ces deux possibilités-là. C'est quand même la majorité de mes accompagnements. Mmh. Oui, oui, enfin, c'est ce que je sous-entendais. Ça n'empêche pas de continuer à le suivre, mais en tout cas, c'est de se dire: «J'ai besoin d'un soutien là-dessus» parce que, voilà, il faut qu'il soit accompagné aussi autrement. Mmh. Oui, et puis parfois il est accompagné autrement et ça reste compliqué en fait, c'est ça. Tout à fait. Il faut que le lien soit là Ouais. et si on a déjà le lien avec le jeune, c'est important de le garder. Je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce que s'il y a 3 choses, situations, données, vérifications qui sont essentielles pour toi dans un accompagnement d'un ado ou d'un jeune, ce serait quoi? Tu nous as parlé de l'engagement du jeune tout à l'heure, le fait qu'il ait pas envie de changer. Ça, j'ai noté. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi? Je dirais que c'est un peu la seule chose vraiment parce que euh, si la situation lui convient, enfin en tout cas lui apporte un certain confort, euh, alors même ça peut lui apporter un certain confort, mais il peut quand même avoir envie de parler. Là, ça va prendre du temps. Donc là, c'est encore possible. Mais en fait, non, je pense que tout le reste est possible en fait, puisque à partir du moment où le jeune est enfin, ce qui pourrait empêcher, c'est que la relation ne se fasse pas entre le jeune et moi, ce qui arrive aussi, hein, et c'est qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, qu'on ne s'entende pas, et qu'effectivement, on se rend compte que au niveau relationnel, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'intérêt, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et dans ce cas-là, il sera peut-être mieux suivi ailleurs.
Mm. Donc, ce serait l'autre chose, mais sinon, non, tout le reste, on a toujours. Bon, déjà, je suis assez bavarde, j'ai pas mal de centres d'intérêt qui sont pas vraiment les centres d'intérêt que les gens ont la plupart du temps et qui peuvent plaire aux ados. Donc, en général, on arrive toujours à trouver un sujet sur lequel on va s'entendre. Donc, à partir du moment où on a trouvé quelque chose qui va être notre fil rouge en séance, je peux faire tous mes accompagnements sur ça. Et même si c'est quelque chose que je ne connais pas du tout et qui n'est pas du tout dans mon contexte habituel, vu que je suis curieuse, de toute façon, voilà, je vais apprendre quelque chose et ça peut rester le fil rouge. Donc, c'est quand même intéressant. Ok, est-ce que tu veux nous parler en quelques mots de ton actualité, des choses qui sont actuelles pour toi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en ce moment, bah, il se passe beaucoup de choses au cabinet, toujours beaucoup de consultations et beaucoup de jeunes, sur des suivis quand même assez longs. Donc, c'est vrai que j'ai le bonheur d'accompagner les jeunes plutôt sur du long terme. Ça, c'est particulier chez les hypnos, mais moi, j'accompagne en fait plutôt sur du long terme. Donc, c'est des jeunes que je vois depuis longtemps, mais j'ai toujours plaisir à accompagner. Et puis sinon, de l'autre côté, du côté des formations, pour les hypnos, ben, plein de nouveautés, plein de choses. Toujours les formations justement sur les fonctionnements atypiques, parce que l'hypnose, c'est particulier et que quand j'entends justement des personnes venir en cabinet et me dire, moi j'ai déjà fait de l'hypnose, mais c'est compliqué pour moi parce que fermer les yeux et rester assis, c'est difficile par rapport au fait que j'ai besoin de bouger et que fermer les yeux, c'est compliqué pour moi. Bah, on est bien obligé en tant qu'hypno d'avoir d'autres possibilités à proposer. Et ça m'intéresse vraiment de pouvoir donner ces informations aux hypnos, de savoir qu'il n'y a pas une façon d'accompagner, mais que c'est à l'hypno de s'adapter à la personne qu'il a en face. Et forcément, eh ben, il y a une norme, et puis il y a ceux qui sortent de la norme, toujours la même chose. Et pour ça, il faut s'intéresser et connaître les différents profils. Parce que si on n'a pas conscience de ce qui se joue derrière, et si on n'a pas conscience des difficultés qui peuvent être amenées à vivre pour ces familles, pour ces enfants, pour ces jeunes, ça va être difficile, à part les ramener dans la norme, qui va ramener de la suradaptation. Le plus intéressant, c'est quand même de pouvoir, soit en tant qu'accompagnant, aller dans la norme de l'autre, en fait. Donc ces formations, pour moi, pour les hypnos, elles sont hyper importantes. Toujours des formations sur ces sujets-là, sur la phobie scolaire, et une formation ado qui va arriver, qui était là depuis longtemps, mais qui est en train de se mettre en place pour la rentrée, parce que justement, accompagner des ados, c'est très spécifique. Et, euh, et il est important qu'on puisse se former à ces particularités de l'adolescence. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos sur tes formations en cours? Alors, sur mon site, tout simplement, sarahbonjour.com. Voilà. Super. Moi, en tout cas, j'ai envie de rappeler que tu alimentes pas mal les réseaux et que c'est super chouette ce que tu fais. Tu as de très belles infographies, plein de choses super sympas. J'aime beaucoup ton approche, Sarah. Je voulais te remercier Merci. de ton partage d'aujourd'hui et de tout ce que tu peux nous partager sur les réseaux, en tout cas. Si on devait retenir un seul fait, quelqu'un qui a juste 5 minutes et qui se dit, allez, je vais écouter les 3 dernières minutes du podcast, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Eh ben, que finalement, on est tous faits pour vivre ensemble et que c'est chouette de pouvoir vivre ensemble avec chacun ses particularités, chacun ses compétences, chacun. Voilà, moi j'ai besoin d'aide pour plein de choses dans ma vie. Donc quand j'ai besoin d'aide, je sais où j'ai besoin d'aide et je sais à qui je peux demander de l'aide et comment je peux la demander. Et je sais où je suis ultra performante et là où je peux tirer les gens en avant. Et j'espère que si chacun a conscience de ses possibilités et de là où il va s'épuiser, et ben, finalement, on a tous à s'apprendre les uns les autres. Et on est fait pour vivre ensemble, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Carrément, j'adore. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sarah. Ben, merci à toi. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux le podcast, mais aussi sur un groupe Facebook privé Croire en eux le groupe, où vous pouvez partager sur les difficultés rencontrées, recueillir des avis, des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode solo où nous parlerons de la confiance en soi. À très bientôt!